Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour du déplacement mardi 25 octobre du président de la République Bazoum Mohamed sur le site de construction du barrage de Kandaji dans la région de Tillabéri. Ensuite, nous parlerons de la visite du Premier ministre Oumoudou Mahamadou à Difa pour apporter le soutien de la nation aux populations impactées par la crue exceptionnelle de la Komadougou-Yobé. L'actualité, c'est aussi la déclaration rendue publique lundi 24 octobre par le syndicat national des revendeurs de gaz après la fermeture de certains points de vente de gaz dans la ville de Niamey par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abakari Arimi, bonsoir. Bonsoir. Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir et au quotidien La Mouria aussi. Ah, félicitations. Merci. Nous attendons d'un moment à l'autre Maimouna Diado, journaliste indépendant. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 28 octobre par la visite du président de la République Bazoum Mohamed sur le site du barrage de Kandaji. Le chef de l'État était mardi sur le site de construction du barrage de Kandaji. Il s'agit de lancer les travaux de construction de la ligne haute tension de transport d'énergie Kandaji vers Niamey, rapporte l'agence nigérienne de presse du 24 octobre. Cette ligne haute tension visera à sécuriser l'alimentation électrique du Niger à travers la fourniture d'environ 600 gigawatts d'énergie à faible coût de la région du fleuve. Le niveau d'exécution des travaux est de 25% à ce jour. Garé Amadou, l'objet de ce deuxième déplacement du président de la République Bazoum Mohamed après celui effectué le 10 septembre 2021 et le lancement des travaux de construction de la ligne haute tension de transport d'énergie Kandaji vers Niamey, je l'avais mentionné tout de suite, avant de visiter le chantier de construction du barrage. Les Nigériens sont-ils en droit d'être rassurés cette fois-ci? Je crois que cette fois-ci, on peut dire que vraiment c'est la bonne. Parce que le projet Kandaji, c'est un vieux projet qu'ont caressé pratiquement tous les dirigeants qui sont succédés à la tête du pays. Salou Jibo l'avait relancé. Vous venez de dire que cette fois-ci, c'est la bonne. Pourquoi vous Oui, dites cette fois-ci, c'est la bonne parce que moi, j'ai eu la chance de visiter le site un mois avant l'arrivée du président. C'est-à-dire que le mois dernier, j'étais sur le site, j'ai vu le travail abattu par l'agence du barrage de Kandaji. J'ai vu comment est-ce que pratiquement les techniciens et les ouvriers sont en train de travailler pour faire en sorte que le délai de 2025 soit respecté. Et donc j'ai dit que c'est la bonne parce que c'est un vieux projet qui a commencé, qui a été en tout cas rêvé par la plupart des dirigeants qui sont à la tête du pays. Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Salou Jibo l'a pratiquement relancé, mais avec ce qu'on a connu comme catastrophe, avec les comiques d'entrepreneurs russes là qui sont venus. Non, mais qui sont venus s'amuser ici pendant. Ils ne poussaient rien du tout. Juste on met une dalle et puis voilà, ils se sont pratiquement amusés. Ils nous ont joué de la comédie et puis ils sont partis. Le projet était en léthargie. Le président Issoufou, quand il est venu, il l'a relancé. Le président Issoufou a voulu bien que sous son mandat, sous ses deux mandats, que le barrage de Kandaji puisse finir. Mais malheureusement, il n'a pas pu finir. Qu'est-ce qui n'avait pas marché en ce temps-là? Bon, je ne sais pas. Peut-être que je ne connais pas les raisons qui ont fait que ça n'a pas marché. Mais une chose est sûre, c'est le président Issoufou qui a installé l'agence du barrage de Kandaji. Donc, cette volonté-là de matérialiser ce vieux projet-là était là. Donc, en installant l'agence du barrage de Kandaji, le président Issoufou a pratiquement jeté les bases, cette fois-ci, de la réalisation effective de ce barrage. Et quand le président Bazoum est venu, lui aussi étant fondamentalement convaincu du bien fondé de ce projet, de son utilité pour la population nigérienne, pour le développement économique de la région et du pays, et pour l'autosuffisance en matière énergétique du pays, il a
continue à appuyer ce dossier. Il a visité le chantier, il est reparti non seulement pour lancer la centrale électrique, mais certainement pour encore voir si entre ces deux visites, quelque chose a évolué. Amadou, est-ce que la nomination de l'autre, professeur Youssouf Katambe, est un gage de bonne foi pour la réalisation de ce vieux rêve? Ça, c'est incontestable parce que pour qui connaît le professeur Youssouf Katambe, c'est quelqu'un qui est d'une rigueur irréprochable. C'est quelqu'un qui n'aime d'abord pas le travail mal fait, qui n'aime pas le travail bâclé et qui aime que le travail soit fait dans les délais impartis. Et on peut compter sur lui pour qu'en 2025, là, comme il a été programmé, pour que le barrage de Kandaji voit le jour. Moi, j'étais sur le site, j'ai vu le travail qui a été fait pour dévier l'eau du fleuve, créer un bras, pratiquement. Créer un bras du fleuve. J'y étais aussi. Mais c'est fantastique le travail des gens de l'agence l'ABK. C'est fantastique le travail. Et quand vous voyez les moyens qui sont utilisés, des digues qui sont faites, une autre digue qui est construite, tout simplement pour permettre d'avoir le flot d'eau nécessaire qui peut permettre au barrage, lorsque les turbines vont fonctionner, de produire de l'énergie, vous dites que vraiment ça, c'est pas un petit travail. Et heureusement, les partenaires qui sont en train de soutenir l'institution, la Banque mondiale et d'autres, vraiment sont là pour appuyer. Et lorsqu'on avait effectué la visite, c'était avec l'expert de la Banque mondiale, le représentant résident de la Banque mondiale. Il avait constaté effectivement que les travaux se déroulent normalement et il était extrêmement épaté. Maintenant, peut-être que l'autre volet qu'il faut suivre et qui s'est bien déroulé, la phase 1, c'est la phase de réinstallation des déplacés. La phase 1 s'est bien déroulée, la deuxième phase est en train d'être préparée et il faut espérer que ça se déroule bien. Mais au vu de ce qu'on a constaté, moi je pense qu'en 2025, on verra le barrage fonctionner. Abachar Yarimi, le barrage de Kandaji est l'élément central d'un vaste programme de régénération des écosystèmes et de mise en valeur du fleuve Niger, dont l'objectif assigné est d'assurer la préservation et la revitalisation des écosystèmes fluviaux, l'augmentation des productions agricoles et énergétiques, mais aussi pour stimuler les emplois et ouvrir des perspectives économiques. Un projet restructurant pour le Niger? Évidemment, c'est notre rêve d'enfance. Sous Kounché, on en parlait, on disait que c'était 200 milliards. À l'époque, 200 milliards, c'est énormissime. C'est pratiquement le budget du Niger et tout. Et aujourd'hui, si on parle déjà de la dernière visite, c'était du Premier ministre ou c'était qui? On nous parlait de mise à eau, parce que passer ce délai, ça ne saurait se faire que l'année prochaine, encore des trucs comme ça. On avait déjà félicité le professeur Youssouf Katambe pour... qui est le PCA qui a mis ça. En fait, il a rendu l'ouvrage visible. Et on nous rend compte au fur et à mesure. Il y a aussi de la communication qui est aussi faite. C'est extrêmement important, ça nous rassure sincèrement. Et bon, pour qui le connaît, pour avoir dirigé déjà Tawa Sakola, à l'époque on avait déjà rappelé, c'est la seule fête, en tout cas autour de laquelle il n'y a pas de scandale qui a tourné encore, on n'a pas entendu. Voilà. Et on connaît qu'il est passé au ministère de la Défense. Donc les Nigériens sont en droit de rêver. De rêver. Moi, j'y rêve sincèrement. Et j'espère que le bon Dieu va nous prêter longue vie pour qu'on voit ça. Parce que j'ai envie de savoir. On me dit qu'ailleurs, il y en a 2. Quelque part, il y en a 3 dans un autre pays. Et quand on nous miroite ce que ça représente en termes de production agricole, en termes de production d'électricité, mais c'est ce qui nous rend pauvres. On n'arrive pas à manger, à s'autosuffire au plan alimentaire. Et il semble qu'on peut produire suffisamment pour nourrir tous les Nigériens, pour que le riz du Niger soit disponible pour tous les Nigériens, qu'on n'importe pas à des milliers de kilomètres du riz pourri. Ça, c'est déjà quelque chose. En plus de cela, tout ce qui est arbre fruitier. Oui, mais Abachari Arimi, au temps de la construction de la raffinerie de Zander, les gens avaient quand même porté un grand espoir, mais au finish, les Nigériens pensent qu'ils achètent encore les hydrocarbures chers ici au Niger. Il y a 2 semaines, j'écoutais sur une radio internationale, sur une chaîne internationale de télévision, que le Nigeria risque d'être 2e producteur africain d'hydrocarbures, parce que tout simplement de 1 million de barils, le Nigeria va passer à 900 000 barils jour. On est à 20 000. Ok, ça ne saurait
changer substantiellement notre vie. Je suis entièrement d'accord. Mais au dire du ministère des Mines, on pourrait avoir passé à 100 000 barils, n'est-ce pas? Vu notre population qui n'est pas si géante que ça, on peut s'attendre à du changement. Et ce que Tanja a fait, c'est ce qui est important, ce qu'il a imposé, l'exploitation de notre pétrole. Et tout le monde est convaincu que c'est du pétrole. Et tout le monde était étonné en son temps qu'il y ait du pétrole au Tchad, au Nigeria, en Algérie, en Libye, et qu'il n'y ait pas chez nous. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y en a à provision et qu'on peut exploiter. Donc, on va passer à cette étape-là où je crois que ça va. Le ministre des Mines a promis que ça sera 50% de notre produit intérieur brut. Et c'est substantiel à ce moment-là. Obligatoirement, ça va impacter notre vie. Oui, concrètement, au sujet du barrage du Kandaji, quelles sont concrètement les attentes des Nigériens? Écoute, nous, Nigériens, on ne va jamais remercier assez le Nigeria qui nous supporte. On a 62 ans d'indépendance et on a l'électricité plus que beaucoup de Nigériens, n'est-ce pas? Plus que beaucoup de Nigériens grâce à l'électricité que le Nigeria nous donne. Mais à bas prix en plus. Mais je pense qu'il est temps. On sera à 25 millions, 30 millions d'ici 10 ans certainement, n'est-ce pas? Il est grand temps qu'on ait une source substantielle vraiment d'électricité. Et on nous a dit que si le barrage de Kandaji marche, on pourrait même vendre de l'électricité à l'extérieur. On va goûter à ça. Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir ton électricité? Concernant le carburant, je vous assure, j'étais en Algérie il y a quelques années. Tous les taximans disent que leur taxi fonctionne et à l'essence et au gaz. Et donc quand ce sont des véhicules hybrides. Hybrides et qui te produisent, qui te consomment les deux produits, oui, mais aussi qui a un coût vraiment très négligeable. C'était à moins de 100 francs le litre. OK, mais si on atteint ça, que le dirigeant le veuille ou pas, on va l'imposer d'ici là, certainement, ce dirigeant qui va nous respecter, mais ça va influencer notre vie. Les choses vont s'imposer à nous, notre vie va sincèrement changer. C'est notre nature qui l'offre. Je pense qu'on doit mettre le nécessaire pour que on fonctionne vraiment avec notre électricité. Nigeria, je dis qu'on le remercie, mais ce serait encore mieux. Je rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs que Maimouna Diado vient de nous rejoindre dans ce studio. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Maimouna Diado, que peut-on savoir encore au sujet du déplacement du chef de l'État sur le site du barrage du Kandaji, mardi 26 octobre passé? Ce qu'on peut retenir, d'ailleurs, c'est déjà une bonne chose, très bonne chose, parce que je me rappelle, ça fait au moins 2 fois qu'ils se rendent là-bas, au niveau donc, du barrage de Kandaji. Ils ont dit qu'il y a un délai qui a été fixé. 2025. Maintenant, il est parti constater le niveau d'exécution et également pour faire la pause de le lancement des travaux de la ligne haute tension. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça veut dire, ça prouve que le gouvernement est en train de travailler, en tout cas pour que 2025, pour que nous puissions véritablement avoir notre propre énergie électrique en 2025. Et c'est une très bonne chose. Nous ne pouvons que les encourager à aller de l'avant. Mais ce qu'il faut retenir, il faut qu'on fasse un travail exceptionnel. Donc, ce n'est pas un travail où il faut encore revenir. Si c'est un travail pour tout simplement donner en 2005 ou bien remettre en 2005, moi je me dis qu'il faut étudier. En 2025. En 2025, il faut étudier très bien, en tout cas, la construction de ce barrage pour qu'on n'ait pas à revivre comme les autres installations. Vous connaissez de quoi je parle. Donc il ne faut pas qu'on revienne à la case de départ. C'est un souhait de tous les Nigériens, avoir leur propre énergie électrique et ne pas dépendre de notre pays voisin. Et je pense que ça, le président de la République l'a compris et il est en train de s'atteler pour que véritablement ça soit concrétisé d'ici 2025. Maimouna Diado, vous êtes optimiste?
Bon, je ne peux pas dire que je suis totalement optimiste, mais ce que je vois, c'est qu'on a l'espoir que d'ici 2025, on a l'espoir comme tous les Nigériens d'ailleurs, parce que c'est un chantier qui dure, qui a tellement drainé l'espoir des Nigériens. Que maintenant, ce que nous voyons avec les va-et-vient du président de la République, on se dit que peut-être que ça sera vraiment finalisé et que c'est l'espoir qui est là. Vous voulez insister tout de suite au sujet de la qualité de l'infrastructure? Mais justement, la qualité de l'infrastructure, c'est pas, on a vu, on a réceptionné des routes, on a réceptionné des échangeurs, on a réceptionné beaucoup d'infrastructures ici au Niger où en moins de 2 ans, il fallait revenir encore regarder retoucher ces infrastructures. Donc je me dis que c'est un joyau. Donc ce joyau, il faut prendre le joyau là dans le normal des choses, faire un bon travail où tous les Nigériens, parce que c'est une continuité, tous les Nigériens en tout cas vont apprécier de la nature donc, de ce joyau. Mais la qualité de ce joyau. Mais je me dis, c'est la qualité. Hein, c'est la qualité. Cette histoire, le projet Kandaji est directement attaché à la présidence de la République. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui gonfle le budget de la présidence, souvent quand le budget dans la loi de finances. Et donc, c'est bon de retenir ceci aussi. Oh, ouais. Voilà, merci à tous. On a trouvé une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou était le samedi 21 octobre à Difa où il a rendu visite aux populations touchées par les inondations survenues à la suite de la crue exceptionnelle de la Komadougou-Yobé. Gary Amadou, que faut-il savoir ou retenir au sujet des inondations qui affectent durement les populations de la région de Difa? Il faut d'abord saluer le déplacement du Premier ministre quand même qui a voulu en tout cas partir, prendre la température de ces populations-là qui ont souffert de ces catastrophes-là et leur apporter la compassion et le message aussi que l'État va aider à ce que ce qui est dégradé soit reconstruit et que ces événements ne puissent plus avoir lieu. Maintenant, ce qui s'est passé est extrêmement regrettable, mais moi je suivis un peu le gouverneur de la région de Difa sur une télé qui, bien avant l'arrivée du Premier ministre, qui s'indignait du fait qu'il avait alerté à maintes reprises le ministère de l'équipement par rapport à la dégradation de cette route-là qu'il fallait tout simplement réhabiliter pour lui permettre de résister, mais il n'a pas été attendu. Il a parlé d'un coût de 17 millions que le ministère de l'équipement n'a pas pu honorer et on est arrivé à la catastrophe. Conséquence, c'est que la catastrophe est arrivée, maintenant il faut dépenser encore plus pour non seulement réparer et pour soulager les populations sinistrées. Donc vous voyez, alors qu'on pouvait éviter ça si son appel avait été entendu. Bon, c'est vraiment regrettable. On ne va pas passer tout le temps en train de pleurnicher, c'est regrettable, mais c'est aussi une leçon pour l'avenir. C'est-à-dire que puisque c'est une catastrophe naturelle qui est survenue, est-ce que le gouvernement a les moyens pour contrecarrer ces genres de catastrophes? Écoute-moi très bien. C'est-à-dire que le gouverneur de la région du Difa a dit qu'il y avait ce risque-là si la route n'était pas réparée. En amont? Oui, il avait dit il faut bien avant. Et donc ça veut dire que c'est pas de la magie. C'est-à-dire que si c'est pas réparé, on risque d'arriver à ça. Donc, c'est pas qu'il a fait de la sorcellerie. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà alerté. On s'est alerté, les techniciens ont alerté. On dit qu'il faut pas, sinon, quand la Komadougou va déborder, ça va complètement. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, on ne peut pas dire que là, de ce point de vue-là, surtout que l'alerte a été donnée, et dès qu'il a donné l'alerte, on ne peut pas comprendre. Mais parce que le problème, c'est que c'est facile de gâter, mais pour réparer encore, il faut encore plus d'argent. Et même pour assister les populations sinistrées. Alors que si on avait prévenu, si par exemple les 17 millions-là avaient été débloqués par le ministère de l'Équipement, et si les travaux avaient été engagés, on n'aurait pas eu la catastrophe et on n'aurait pas des populations, des familles qui sont actuellement en train de pleurer ou qui ont pratiquement perdu tout et qui sont obligées d'être assistées. Il n'y a rien de plus terrible que d'être assistés, surtout concernant la région de Difa. Les gens de Difa sont des gens très fiers. Je vous assure que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils vont subir la situation d'assister. Et donc, je pense que, quelque part, moi, j'ai dit, l'État, c'est une leçon pour l'État, pour que, dorénavant,
avant l'arrivée de la saison de pluie, quand il y a des alertes par rapport à certains endroits qui peuvent être, en tout cas, sujets à des crues d'eau, et bien que des mesures soient prises pour éviter des catastrophes comme ça. Ça évitera à l'État de dépenser beaucoup plus de moyens pour réparer. Merci Gare Amadou. Abakari Arimi, à Difa, la montée des eaux de la rivière Komadougou-Yobé a occasionné des inondations. Plus de 2000 ménages, soit environ 15 000 personnes sinistrées. Comment faire pour véritablement apporter une assistance à ces populations déjà durement éprouvées par l'insécurité? Écoutez, les règles en matière d'urgence sont connues. Il faut d'abord caser ces personnes qui n'ont plus d'abri. Donc avoir des kits d'abri vraiment à distribuer aux gens. Et quand on perd la maison, on perd aussi ce qu'on mange, parce que c'est à l'intérieur qu'on dépose tout ce qu'on a à manger, ou c'est au champ. Là où la maison a pris l'eau, le champ ne peut pas ne pas l'être. Et donc, il faut vraiment déplacer ces populations-là et pouvoir vraiment mettre de quoi manger à leur disposition. Ça, c'est l'urgence. Ça, c'est l'urgence. Mais on l'a débattu déjà une fois ici quand il y a eu à peu près 81 morts à cause des eaux de pluie sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, on sait que ça va venir. L'année prochaine encore, il y aura la même chose. L'eau va venir. L'eau, d'abord, on dit que traditionnellement que l'eau n'oublie pas sa route. Ça, c'est un. Et de deux, on est sous cette actualité brûlante, vraiment, de réchauffement climatique. N'est-ce pas? Nous, quelque part, ça nous avantage parce qu'on a plus d'eau, pourvu qu'on sache en utiliser. Et donc, à nous de prendre les dispositions. Apparemment, la digue a marché. Les dispositions, c'est construire des digues. La digue a marché, la digue de Niamey a relativement marché. Il ne faut pas qu'on parle fort pour que ça cède, mais vraiment, il faut qu'on renforce pour que ça reste en l'état. On doit faire la même chose à Difa. Nous l'avons déjà dit une fois ici. C'est faisable. Parce que si on a pu contenir le fleuve, ce n'est pas la Komadougou qui va vraiment qui va nous résister. Et donc ça, c'est une des choses à faire. Et dès que la crue passe, c'est parce que bon, jusqu'en décembre, ça ne sera pas possible de travailler là-dessus, mais après, ça va reculer. Et la route de Ningimi, c'est la même chose. En temps normal, sur le goudron, tu n'aperçois même pas la Komadougou. Avant. Aujourd'hui, ça déborde, ça sort et ça vient, ça passe au nord de ça coupe le goudron. Oui, et ce qui veut dire que c'est vraiment beaucoup d'eau qui vient. Et si on a des moyens vraiment de canaliser cette eau, vraiment, je vous dis que c'est une ressource importante. C'est ça qui nous permet de pêcher, c'est ça qui permet de cultiver. Donc l'eau, on ne peut rien faire sans. Mais quand il y en a de trop, on dit que c'est pire que le feu. Et donc, on doit pouvoir vraiment canaliser, dompter la nature, et en utiliser pour en faire vraiment une source de richesse. Mamouna Diado, selon le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, qui s'est rendu sur place le samedi, près de 2500 habitations se sont effondrées, mais aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Quelles sont véritablement les attentes de ces populations éprouvées? D'accord. D'abord, Dieu merci qu'il n'y ait pas de perte en vies humaines. Ça, c'est déjà à s'en féliciter. Mais pour ce qui est des habitations, tu l'as dit, quelqu'un qui est sinistré, qu'est-ce que cette personne attend? C'est tout simplement le soutien. Le soutien peut d'être d'ordre moral, le soutien physique, le soutien financier surtout, parce que c'est de ça qu'on parle. Une famille qui est sinistrée, qui n'a rien, qui a tout perdu aujourd'hui, pour refaire sa vie, c'est encore plus difficile à cette personne-là. Donc, il faut les approcher psychologiquement d'abord et ensuite de quoi nourrir ces sinistrés, les loger, c'est très important. Les trois, en tout cas, sont très importants. Psychologiquement... Mais est-ce que l'État nigérien a les moyens pour faire face à tous ces défis? L'État nigérien n'a pas tous ces moyens-là, en tout cas pour faire face à tous ces défis, mais avec l'appui de ses partenaires.
l'État peut quand même soulager ces populations en attendant de voir comment est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne suffit pas de leur donner à manger, mais il faut également les rééduquer à la vie. Leur permettre de faire autre chose pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Donc, ce sera un financement qui vont leur permettre de faire des cultures de contre-saison après, de faire beaucoup de choses qui peuvent leur apporter, en tout cas, soutien, que ce soit moral. Il y a des familles qui peuvent compatir parce que quand ça arrive à quelqu'un, ça peut arriver. Donc, il y a la solidarité qu'on doit mettre devant. La solidarité, tout un chacun, comme nous sommes, nous devons en tout cas compatir avec la douleur que ressentent ces sinistrés. Ils n'ont pas voulu que ça arrive, mais c'est le changement climatique qui a amené. Les effets du changement climatique qui sont là. Donc on ne peut pas faire face à ces effets de changement climatique, mais on peut les prévenir. C'est ça. Tout à l'heure, Garé disait que le gouverneur avait alerté. Mais c'est là le problème. C'est parce qu'il n'y a pas de communication. Et même s'il y a communication, il n'y a pas de retour. Et c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, les porte-paroles de ces populations, ce sont bien sûr le gouverneur, le maire et ceux qui s'en suivent. J'ai regardé à travers les réseaux WhatsApp comment la mairesse, comment elle se déchaînait pour pouvoir amener assistance à ces populations. Mais je me dis que si tout un chacun faisait cela, prévenir avant de guérir, ça serait encore très intéressant. Mais maintenant, comme ça urge, il faut leur trouver d'abord des abris. Ensuite, la nourriture, même si c'est pour un laps de temps, au moins qu'ils soient rassurés qu'ils ont le soutien quand même de l'État. L'État est à côté d'eux. Merci Mamoudou Diado. Je voulais... rapidement. En mémoire, une vieille, en août passé, quand j'étais à Difa, elle est passée, posait son problème, on était dans la cour alternative. Elle disait que son mari lui a laissé 2 chambres, n'est-ce pas? Et elle a un enfant. Elle dit que l'enfant ne vaut rien parce qu'il est actuellement en prison. Son toit ne retient plus l'eau. Si elle reste là-dedans, ça va tomber. Je suis sûr qu'elle n'a plus de maison. Et donc, en ce moment précis, l'image de cette femme-là m'est revenue et ils sont des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui sont dans cette situation-là. Vraiment, c'est juste que j'ai pensé à ça. Gary Amadou, rapidement. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, il y a en réalité 5 besoins pour ces gens-là. Il y a l'habitat, il y a la nourriture, il y a l'assistance sanitaire, l'éducation et l'eau. L'eau potable pour l'eau boire. potable, ce sont les 5 là. Ce sont les plus importants. J'ai entendu, mais pour moi, il faut qu'on se débarrasse de ce comportement à vouloir, même pour des trucs que l'État peut gérer, qu'on dise qu'il faut appeler l'extérieur. 2500 personnes, l'État peut gérer ça. C'est vraiment pas, on n'a pas besoin de l'appui extérieur. Vraiment, franchement, ce sont de considérer que dès qu'il y a un truc, il faut qu'on tende la main. Non. Il faut qu'on sache voilà. Une mère patrie. 2500 personnes. Ah non. Mais ça là, il faut qu'on appelle quelqu'un pour venir nous aider. 2500 personnes. Non, vraiment, on n'en a pas besoin. Oui, Gary Amadou, le Premier ministre a également annoncé des mesures d'urgence prévues pour ces populations sinistrées, il l'a dit. Comment éviter de telles catastrophes à l'avenir? C'est très simple, c'est comme ce qu'a dit Arimi. En construisant des digues. Mais bien sûr, mais il ne faut pas attendre, il faut protéger. C'est-à-dire que dès que la saison de pluie finit, n'est-ce pas, dès qu'il y a la décrue, il faut profiter pour continuer à construire ces digues-là. C'est ça seulement qui peut nous permettre. Ça a marché à Niamey, comme il a dit, ça peut marcher partout. Donc, partout où il y a des potentiels soupçons voilà. Donc, il faut trouver des moyens pour pouvoir construire des trucs qui peuvent, en tout cas, empêcher à l'eau de déborder et d'envahir les villages et de détruire tout. En dehors des habitations, il y a même des rizières et des champs de poivrons qui sont à Diffaville et alentour, le terrain est plat. Il est plat sur vraiment des dizaines de kilomètres carrés. Et donc, l'eau qui vient, si ça commence à couler dans la ville, ça peut aller n'importe où s'il y a une grosse quantité. Ce qui fait que la Komadougou, il faut vraiment la bloquer, n'est-ce pas, lui empêcher, en tout cas sans notre vouloir, de rentrer
dans la ville. Sinon, ça va déborder parce que c'est une ville plate. Vous avez vu pendant la saison de pluie, façon c'est joli tout autour. En fait, c'est parce que c'est plat. Et donc, il faut tenir compte. Là, la population a choisi depuis des dizaines d'années, des centaines d'années même, de s'installer et de créer sa ville. Et ça y est là, et il faut donc vraiment protéger d'abord de l'eau de la Koumadougou. Et le reste, je crois que c'est gérable. Merci à vous tous. On a servi une courte pause. La suite de ce forum de la presse, suite à la fermeture de certains points de vente de gaz dans la ville de Niamey par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Le syndicat national des revendeurs de gaz, dans une déclaration lundi, condamne la fermeture et lance un appel au gouvernement pour trouver une solution rapide à cette situation. Abakari Arimi, cette déclaration fait suite aux sanctions de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARC infligées à certains centres emplisseurs et points de vente du gaz pour des graves irrégularités. Que faut-il comprendre au sujet de la production et de la commercialisation du gaz domestique au Niger? Écoute, moi, ça m'arrive très rarement. Je ne suis pas d'accord de dire du syndicat. Quand ils disent que non, ils ont des employés, non, ils louent des espaces. Ils ont des familles à gérer. Mais tout le monde a une famille à gérer. Mais le prix, il est toujours proportionnel. Le prix de vente est toujours proportionnel au prix d'achat. C'est aussi simple que ça. Comment comprendre ce refus? Écoutez, le gouvernement a calculé. Ce n'est pas vraiment au Niger que ça se fait, c'est partout que c'est comme ça. Le litre de carburant, pour lui donner son prix, n'est-ce pas, on fixe tout. Et le prix de l'acheteur qui va prendre à Zender pour venir nous vendre ça, ses bénéfices sont déjà connus. C'est la même chose pour le gaz. Le gouvernement a fixé les 12 kilos à 3 750. On nous vend, qu'on le veuille ou non, en 5 000 francs CFA. Comment on ne peut pas l'accepter? On ne peut pas, on ne peut convaincre personne. C'est une augmentation de 33%. Ce n'est pas de la spéculation, c'est vraiment de la magie, cette histoire. Alors qu'au niveau des hydrocarbures tels que le gaz, le gasoil et l'essence, les gens respectent. Oui, mais donc, vraiment, qu'ils nous convainquent, qu'ils nous disent vraiment concrètement qu'est-ce qui leur empêche de vendre au prix normal fixé par l'État. Quand on dit que le savon de Marseille, à l'époque, c'était 150, c'est 150 que tu ailles à Bilma ou n'importe où. C'est la même chose. Et d'ailleurs, ceux qui ne comprennent pas nos vendeurs de gaz, s'ils vendent au prix fixé par le gouvernement, je vous assure qu'ils vont en vendre beaucoup plus, que ça va leur permettre de rattraper le retard qu'ils ont sur la vente à 5 000 francs. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, je vais utiliser ma bouteille de gaz doucement parce que c'est 5 000. Le jour où on va me dire que réellement, si le petit va, on va lui vendre ça à 3 750, je peux... oui, je n'utilise plus de bois. N'est-ce pas? Celui qui ne peut pas acheter les 3 750, s'il doit prendre à 1800 les 6 litres, les 6 kilos, il va le prendre. Mais quand tu imposes à quelqu'un nécessairement qu'il lui faut 3 000 francs au lieu de 1800, s'il te plaît, est-ce que c'est correct? Sincèrement, ils ne peuvent convaincre personne. Oui, vos enfants sont nos enfants, c'est les enfants de tout le monde, on a des familles comme vous, nous qui achetons aussi, parce qu'on ne prend pas l'argent quelque part pour nous aussi, on enlève, celui qui achète, il prend de sa poche pour te le donner. Donc des arguments, c'est toujours tes besoins pour gérer ton entreprise, tu les crées en fonction du bénéfice que tu veux. Sinon, tu laisses tomber l'activité. Mais tu ne peux pas venir dire que tu emploies des gens, que c'est pourquoi il faut vendre à 33% d'augmentation. Le problème, est-ce que le problème ne vient pas de l'État, du gouvernement? Ça, ils ne l'ont pas dit. Nous, on les croit sur parole. N'est-ce pas? S'ils avaient dit que non, au fond, l'État nous prélève plus de taxes, l'État nous prélève, nous vend plus cher que vous nous croyez, on peut comprendre. Mais ils ne nous disent pas ça. Ils nous disent qu'ils ont des charges. Une entreprise qui génère 1 million, c'est 2 employés, c'est 3 employés, on le sait. Mais si tu vas utiliser 10 personnes, c'est normal que tu ne puisses pas payer les gens que tu emploies.
Mais sinon, vraiment, ce n'est pas convaincant ce qu'ils nous ont dit. Le gaz, là, il coûte cher ailleurs, dans la sous-région, parce qu'ils ne produisent pas. Nous, on a commencé à produire. C'est le seul produit vraiment très accessible pour le Nigérien qui peut en plus protéger la nature, parce que c'est la lutte contre la désertification. Depuis combien de temps il y avait cette campagne-là? Aujourd'hui qu'on a la capacité de ne pas utiliser du bois, du charbon de bois pour faire notre cuisine, on ne nous le permet pas. Ils sont en train de commettre une erreur grossière, nos revendeurs, sincèrement, à mon avis. Merci beaucoup, Abachari Arimi, Maimouna Diado. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie dit avoir constaté une hausse injustifiée des prix de gaz, mais également le non-respect du volume de gaz qui est en baisse dans les bouteilles relativement à la quantité normale. Ce que contexte catégoriquement le syndicat national des revendeurs du gaz. Comment expliquer le refus des professionnels du secteur du gaz de respecter le prix fixé par le gouvernement? Mais d'abord, je vais commencer par le kilo. Au lieu de 12,5 kg, il y a certains qui mettent 6 kg, 8 kg. On l'a vu quand même. On l'a vu à la télé quand même. On a vu l'autorité en train de peser. Et on a vu comment ça s'est passé. Au lieu de 12 kilos, tu te retrouves avec une bouteille presque vide. Et qui ne te fait pas le mois. Qui ne te fait pas le mois. Des fois, tu te demandes même, est-ce que... Le mois, 2 semaines. Oui, ça ne te fait pas le mois, c'est ce que je suis en train de dire. Alors que pour une seule famille, je prends l'exemple, une seule famille où c'est le père et la mère, il n'y a pas beaucoup de choses à faire parce que c'est des travailleurs. Et qu'on dise que 12 kilos ne peut pas te faire le mois. Mais ce n'est pas normal. Donc, ici, ce n'est pas la première fois que l'autorité se rend sur place. Pour vérifier. Pour vérifier. Je me rappelle, l'autorité l'avait fait en 2021, je pense bien. Et l'autorité avait donné des avertissements pour qu'ils se conforment. Ils ont refusé. Mais cette fois-ci, je pense que pour des individus, quelques individus, on ne peut pas priver la population, en tout cas du gaz qui est produit ici au Niger. Selon vous, l'État doit sévir. L'État doit sévir parce que la population, eux-mêmes, font partie de cette population. Ils font partie de cette population. Donc, je ne vois pas en quoi, aujourd'hui, parce que l'autorité a dit, voilà le prix fixé, vous refusez. Non. Si l'autorité dit que... C'est depuis plusieurs années. Hein? Depuis plusieurs années, vous êtes en train de nous vendre le gaz à 5 000 francs la bouteille. Depuis combien d'années? Et nous sommes en train de souffrir. Vous ne regardez pas qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation, en tout cas, de cherté de la vie. Mais si l'autorité demande, c'est l'autorité qui met. Mais c'est ça le gros problème ici au Niger. C'est que quand l'autorité décide, voilà le prix fixé, il y a ceux qui refusent et qui prétendent qu'ils ont des charges. Mais ces populations-là, si vous ne faites pas en sorte que ces populations achètent la bouteille de gaz à 3 750, mais c'est là où il y a difficulté. Parce que moi, si l'autorité peut me vendre ça à 3 750, mais même si c'est pour faire la queue, je vais aller faire la queue là-bas. Est-ce que le gouvernement peut passer à des sanctions? L'État peut passer à des sanctions. Et l'autorité a démontré qu'il y a des sanctions que ces gens-là courent. Et nous avons vu, rien qu'hier, l'autorité était au niveau reçu par le Premier ministre, où il était parti, en tout cas, faire son rapport, remettre son rapport au Premier ministre. Donc, ça veut dire que les choses sont en train de bouger. Il faut que dans ce pays, qu'on sache que le gouvernement fait les choses, non pas pour quelques individus, mais en tout cas pour protéger la population. Et on parle de tout le temps de ne pas abattre les arbres. Nous sommes dans des effets de changement climatique. Essayons, en tout cas, avec le gaz que nous sommes en train de faire, ce n'est pas ailleurs qu'on nous amène le gaz. Pour protéger la nature. C'est ici pour pouvoir protéger la nature. Mais on refuse de le faire. On voit des gens qui volent la bouteille. Et même si c'est à 2 pas de chez toi, tu achètes la bouteille à 5 000. Ah, mais est-ce que c'est normal? Pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, parce que l'État a dit, voilà le prix que j'ai fixé, l'État a donné des arguments. Mais si eux, ils disent que l'État, ils ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas vendre ça à 3 500, mais qu'ils sortent pour nous donner des arguments. Combien ils prennent le gaz au niveau... oui. C'est moins que ça, beaucoup. Donc, nous, on veut voir clair.
Gary Amadou, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie a fixé le prix d'une bouteille de 12 kg et demi à 3 750 francs CFA et à 1800 francs pour celle de 6 kg et à 900 francs pour la bouteille de 3 kg. Comment amener ces revendeurs-là à respecter cette décision de l'ARC? Non, je pense que l'État a bien fait de sanctionner. Et je crois que l'association des revendeurs de gaz, ils auraient dû se taire. Parce que ces gens-là, ils nous rendent la vie impossible. Aujourd'hui, là, ils ont fait leur déclaration. Personne n'est avec eux. Parce que nous subissons leur dictature. Vous savez, moi j'ai l'habitude de partir acheter le gaz. Je leur dis, mais écoutez, je vais la bouteille. Il me dit 5 000. J'ai dit, mais moi je suis un journaliste, je peux en parler. Mais ça ne leur dit rien du tout. Vous comprenez? C'est pourquoi j'accuse l'État de les avoir laissés faire. C'est très bien que maintenant on commence pendant à sanctionner. Plusieurs années. Oui, mais bien sûr, on les a laissés faire. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, ils te disent, mais vas-y, raconter ce que tu veux. Vous comprenez? Certains ont même dit que les numéros là qu'on a donnés pour appeler, quand on appelle les numéros, personne ne décroche. C'est ce que certains ont dit. Moi, je n'ai jamais appelé ces numéros-là. Mais ce que j'ai vu, c'est que les revendeurs de quartier là, ils se considèrent comme vraiment des intouchables. Mais ils vous le disent, c'est 5 000, si tu achètes, tu achètes. Si tu n'achètes pas, tu t'en vas. Alors que nous, on sait que l'État a fixé ça à 3 750 la bouteille de 12 kg. Et la bouteille de 6 kg à 1800 francs. On le sait. On leur dit ça, mais ça ne leur dit rien. Et donc, leur déclaration, mais c'est une déclaration extrêmement pitoyable. Ces gens-là sont cruels. Ils sont cruels parce qu'ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Et comme l'a dit Arimi, quand l'État a calculé le prix de vente chez les revendeurs là, à 3 750 là, c'est que leur marge bénéficiaire est en tout cas assez... Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais comme les gens sont gourmands, et comme les gens sont horribles, ils sont cruels, vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils veulent avoir beaucoup plus. Nous, ils ne nous font pas pitié, leur déclaration là. Ils ne nous font pas pitié. Hein. Ah non. Ils ne font pas pitié parce que c'est eux qui nous font subir. Mais Gary Amadou, comment amener le gouvernement, l'État à sévir? C'est très simple. Non seulement il faut sanctionner, mais moi je préconise qu'on mette en place des brigades qui peuvent circuler. C'est vrai, ça va coûter, mais il faut trouver un moyen. Oui, créer une brigade qui peut circuler dans les quartiers. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas placer des centres remplisseurs un peu partout, dans tous les 8 tous les quartiers de Niamey? Non, même pas ça. Le centre d'accueil des numéros là, les numéros là, il faut créer un centre spécifique. C'est-à-dire une sorte de standard où il y a des gens qu'on va recruter. Des numéros verts. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas un cadre du ministère qui va décrocher ton appel. Non. Créer une structure qui va recevoir les appels là. Parce que les appels là, par jour là, si vous faites la situation là, mais c'est des centaines d'appels par jour. Parce que je vous dis, les revendeurs là, ils font ce qu'ils veulent. Ils nous méprisent, ils nous montrent que personne ne peut le faire. Autre chose. Oui, allez-y. Juste un instant. En fait, ils ont un comportement de quelqu'un qui a un monopole. Mais rends-toi compte, aujourd'hui, qui que tu sois, il te faut avoir au moins 2 bouteilles de fournisseurs différents chez toi. Exactement. Parce que c'est aussi ça aussi, c'est une dictature qu'on nous fait. Ailleurs, moi, j'ai vu dans un pays de la sous-région, les gens qui remplissent la bouteille, quelle que soit ta marque, ils se promènent dans le quartier. Le dimanche, par exemple, ils se plantent dans votre quartier, ils ont un mégaphone, ils disent, si vos bouteilles sont vides, voilà, venez remplir, nous sommes là. Et tu sors, quelle que soit la marque de ta bouteille, on te remplit ta bouteille, tu reviens. Mais aujourd'hui, chaque nouveau vendeur, fournisseur qui se crée a sa bouteille. Et donc, si tu veux avoir du gaz tous les jours, il te faut avoir 2, 3 bouteilles de fournisseurs différents. Tout ça, c'est de la dictature qu'ils nous font. Mokhtar, rapidement, Gary. L'État peut créer des centres... Des centres remplisseurs. Oui, des centres remplisseurs publics. Oui, il faut le faire. Parce que ces gens-là, c'est pas ça qui va les faire changer. Hein. Ce soir-là, si tu veux, tu pars partir acheter du gaz là. Ils vont te vendre ça à 5 000. Ce sont des gens qui sont durs d'oreille. Il ne faut pas voir les déclarations à la télé là. Ils sont durs d'oreille. Ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent. Donc, il faut créer des centres remplisseurs publics. Et nous, on va aller s'approvisionner là-bas. On va les laisser. Ils vont tomber en faillite. Puisqu'ils ne veulent pas revenir à la raison. Rapidement. C'est en fait, je les mets dans les catégories de ces commerçants aussi véreux. Ou par exemple, il faut regarder. L'œuf, on nous vend ça à 125. Hein? On nous a dit que non, il y a pénurie, il y a tout. Aujourd'hui, l'œuf, les œufs sont sur le marché et le prix de 25 francs là n'a pas été retiré. Merci à tous. Ça veut dire que c'est la même chose. Merci Memouna Diado, merci à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Memouna Diado, journaliste indépendante.
Abba Arimi, journaliste à la radio alternative, et Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Mouria, vous voulez le dire. Merci à vous aussi, à vous tous, chères auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, vous suivez le forum en Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assuré par Amina Hassan et à la réalisation Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.